Personnellement, la maternité m'a fait basculer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis passée de CDI dans de grandes agences de communication à créatrice de ma propre entreprise porteuse de sens. Et peut-être que comme je l'ai fait, vous souhaitez vous aussi changer de voie professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter Chance, qui sponsorise le podcast ce mois-ci. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital en 3 mois pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble. Vous alternez entre des modules d'auto-coaching et des sessions de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié, choisi sur mesure, rien que pour vous. L'énorme avantage est que la plateforme s'attache à respecter votre équilibre vie pro-vie perso en s'adaptant à votre rythme et en vous aidant à faire les meilleurs choix selon vos compétences. Que vous soyez diplômé ou non, dans des postes à responsabilité ou non, Chance s'adresse à tout le monde et est 100% finançable avec votre compte personnel de formation, le CPF. Plus d'excuses, toutes les conditions sont réunies pour passer à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller sur votre situation et avoir enfin une vie pro plus alignée avec vos aspirations profondes. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. En quoi notre intérieur peut-il améliorer notre épanouissement et influencer notre énergie ? Comment peut-on faire pour être en harmonie avec notre lieu de vie afin d'améliorer notre santé mentale et par conséquent physique ? Qu'est-ce que notre environnement dit de nous ? En quoi consiste le Feng Shui ? Autant de questions auxquelles mon invité du jour répond en nous livrant ses meilleurs conseils. Caroline Vatelet est décoratrice émotionnelle et auteure du livre « Toi et moi », coécrit avec Billy Blanquette. Un épisode qui me touche particulièrement, que je suis heureuse de vous faire écouter. Je profite de cette introduction pour remercier Marina Horsk pour son commentaire sur Apple Podcasts. Celle-ci dit « Merci Laura pour ces épisodes, longue vie à l'Aléa ». Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à faire de même. Allez, place à l'échange du jour. Bonjour Caroline. Bonjour Laura. Je suis super contente de vous recevoir sur mon podcast L'Aléa. Ça fait un petit moment que j'ai découvert vos travaux et votre métier. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'environnement dans lequel vous vous trouvez en termes d'harmonie, comment vous l'avez conçu et si vous vous y sentez bien? Alors oui, forcément, puisque mon travail s'articule autour de l'harmonisation. Donc déjà, mon lieu, on y trouve beaucoup d'éléments, à savoir le bois, le métal, l'eau, la terre, le feu. J'ai pas forcément des murs très colorés, plutôt blancs, mais en revanche, il y a pas mal de tableaux, parce que j'aime beaucoup l'art, des photos et des objets assez personnels. J'aime beaucoup chiner. Donc même si certaines pièces de design peuvent être très intéressantes, j'aime le mixte des époques, des matériaux et voilà, des histoires différentes et singulières. Pour moi, la maison est l'extension de nous, donc il faut qu'elle nous ressemble au maximum. C'est exactement ça, on va revenir sur tout ça, sur tous ces éléments un petit peu plus en détail plus tard dans l'interview. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter et m'expliquer brièvement votre parcours avant en fait de réaliser ce métier et comprendre l'importance justement de son environnement comme extension de soi et comme source d'épanouissement finalement. Oui, donc moi, j'ai commencé à travailler dans la communication, donc agence de publicité, agence de RP. Ensuite, pendant 10 ans, j'ai travaillé pour la télé en production audiovisuelle avec Christophe de Chavannes et Michel Denisot, des présentateurs en France. Et
Plus tard, j'ai exploré aussi le monde de l'édition et des livres. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours essayé de trouver des outils, parce que j'étais une enfant, très sensible et j'ai toujours voulu savoir un petit peu ce qu'on faisait sur terre, comment, se sentir mieux, comment se développer personnellement, et cetera, et cetera. Et le feng shui a été un outil que j'ai exploré il y a quelques années, voilà, à titre personnel. Et passé mes 50 ans, j'ai eu envie de changer de voie comme je l'avais fait précédemment, mais là pour vraiment peut-être faire quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait. Et c'est mon fils qui m'a, aiguillée vers, mes amours premiers, et donc il m'a dit: «Mais tu devrais, maman, t'adores décorer les maisons, t'adores le feng shui, etc. Tu devrais en faire ton métier.» Et j'avais une petite phobie des examens, donc il fallait que je repasse en fait un diplôme certifiant en feng shui, ce que j'ai fait. Et puis j'ai voulu aller plus loin avec une formation à l'école Boulle en décoration classique, puis une école en géobiologie pour ensuite proposer donc ce qu'on pourrait appeler de la domothérapie, et une démarche pour décorer tout en prenant en compte, donc je parle de décoration holistique tout en prenant en compte les habitants et leur santé émotionnelle et physique. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez du déclic finalement pour cet art, hein? Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident, enfin ça le devient de plus en plus, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément, hein, c'est pas évident de penser que son intérieur va être vraiment reflet de sa santé mentale finalement et source d'épanouissement. Moi personnellement, je l'ai découvert vraiment l'année dernière parce que j'ai eu des mauvaises expériences par rapport à mon intérieur. Vous, est-ce que ce déclic vient d'une expérience ou d'une source de mal-être que vous avez décidé de creuser? Ouais, en fait, ce déclic, je pense qu'il vient déjà de mon enfance. Alors, c'est même pas un déclic, c'est une conviction, puisque j'ai été élevée par une maman et des parents en général, qui attachaient énormément d'importance à la maison. Et j'ai eu la chance de vivre dans des maisons très chaleureuses, où on faisait toujours des décors, voilà, pour les fêtes, voilà, avec des petites choses, hein, c'était pas forcément, mais en tout cas, c'était important, et on m'a élevée dans l'idée qu'il faut avoir un nid, et ce nid peut être une force extraordinaire dans la vie. Donc, je peux pas parler de déclic, je peux parler de vraiment au fil de ma vie, d'avoir réalisé ô combien ma maison, même si elle est toute petite, votre maison, même si c'est un lit, mais que voilà, ça doit être quelque chose qui va vous soutenir et non pas vous fatiguer et vous apporter de la joie. Donc j'ai toujours organisé ma maison, voilà, dans cette idée-là. Et encore hier, vous voyez, je trouvais que l'ambiance était un petit peu tristoune, et ben j'ai décidé de sortir sur la table de la cuisine des beaux verres en cristal, colorés, mettre des jolies assiettes avec des bougies. Alors, et les enfants l'ont remarqué, donc en disant: «Ah bah c'est super, c'est joli, ça.» Et ça nous a, je pense, apporté un peu de joie, un peu vous voyez, de fête comme ça dans un lundi soir qui n'était pas forcément destiné à ça. Hmm. Est-ce qu'il y a des explications rationnelles de pourquoi finalement est-ce si important de soigner son intérieur? Est-ce qu'on peut faire des liens justement de cause à effet entre son intérieur et l'état des gens d'une manière un petit peu plus spécifique et rationnelle? Ouais, on est relié à notre lieu physiquement et émotionnellement. Et quand on va en prendre conscience, on va essayer de s'accorder de manière plus intime à son environnement. Tout est énergie, donc on a un corps, voilà, dans lequel on s'exprime, et la maison, on peut dire que c'est notre extension. Donc forcément, si on a des tableaux anxiogènes qui ne parlent pas tellement, si on a un fauteuil qui est pas très confortable, etc., ça va impacter, ou des placards pas très bien rangés avec un besoin de se contorsionner dans tous les sens pour attraper ses chaussures, ça va forcément impacter notre physique et notre, on va dire, notre réserve énergétique. Et c'est vrai que très vite, une maison peut nous fatiguer, nous angoisser. Alors après, si on va plus loin en géobiologie, il y a aussi tout ce qui concerne la mémoire des murs, donc tout ce qu'on vit dans la maison, qui peut impacter notre âme. Donc voilà, c'est un peu comme quand on va chez l'ostéopathe, qui va débloquer des courants énergétiques dans notre corps. Bah là, on fait pareil dans la maison. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le chi, qui est donc l'énergie vitale qui est entre chaque chose, soit la plus vibrante possible pour nourrir
notre corps à nous. Donc on va veiller finalement à créer un chi avec une bonne énergie pour que quand on va dormir, quand on va manger, quand on va être dans notre salon, tout ça soit le plus dynamisé possible. D'accord. Avant justement de parler des méthodes, quelles sont finalement aujourd'hui les principales problématiques des personnes qui vous consultent? Moi, par exemple, je pense que typiquement, j'aurais pu venir vous voir l'année dernière, mais j'avais pas trop conscience de tout ça parce que je vis à Dubaï actuellement et en fait, j'ai eu une très 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 mauvaise expérience dans un appartement dans un quartier de Dubaï où dès le départ, ça m'a fait des maux physiques totalement inexpliqués. Je suis tombée malade. En fait, j'ai été malade Ah pendant un oui, an. J'avais des nausées très fortes. J'avais des douleurs articulaires et j'allais voir tous les médecins. J'avais rien. Et en fait, c'est au moment où j'ai changé d'appartement que je ça me s'est suis arrêté. aperçue que tout s'est arrêté. Là, à ce moment-là, j'aurais pu totalement vous consulter pour comprendre qu'est-ce qui se passait finalement et à quoi tout ça pouvait être dû en fait. Alors en fait, je pense qu'il n'y a jamais un facteur avec une maison bizarre et la santé qui ne va pas du tout. Bien qu'en géobiologie, c'est vrai que si on dort sur certains croisements ou certains lieux, ça peut être très néfaste pour votre santé. Mais parfois aussi un lieu, il vient en résonance d'une situation que vous avez à vivre et que peut-être ce lieu, il était là aussi pour vous faire prendre conscience justement de votre santé, de votre bien-être et que peut-être jusqu'à présent vous étiez voilà complètement pas insensible, mais en tout cas c'était pas une de vos préoccupations et ce lieu il est venu vous dire aussi attention là entre ta vie professionnelle ton entourage et je sais pas quoi, vous voyez, c'est ça plus ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une explosion. Après, vous étiez peut-être aussi proche d'une antenne relais. Je ne sais pas si vous êtes électrosensible. Est-ce que dans ce lieu, il y a eu des événements, voyez, qui ont laissé une mémoire importante voilà, il y a plein de facteurs. Mais en tout cas, vous avez bien fait de déménager parce que c'est vrai qu'une maison peut rendre malade. Et ça, c'est fou. Et Ça, c'est jamais fou. j'aurais imaginé qu'une maison, Oui, justement, qu'un intérieur pouvait rendre malade. Et vous, si oui. on parle justement des problématiques des gens qui vous consultent, Ouais, c'est souvent des changements de vie, c'est-à-dire un deuil, un divorce. Ça peut être un mal-être plus simple, hein, comme je me sens pas bien chez moi. Et c'est vrai que le confinement a participé à ce que tous les gens se posent la question, ah bah tiens, finalement, je suis très mal sur ce canapé, j'aime pas mes tableaux, j'aime pas mon décor, etc. Et il nous a forcé un petit peu à aller à l'intérieur de nous et donc à se poser certaines questions. Ou ça peut être, je dors mal, ça très souvent, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Donc c'est sûr que c'est plus souvent un mal-être que juste une problématique concernant la décoration. Après, je fais des chantiers où c'est vraiment de la décoration classique, mais quand je fais de la domothérapie, c'est toujours, oui, un questionnement, un sentiment de mal-être. Après, il y a des gens qui me découvrent via justement les réseaux sociaux, un article, le livre qu'on vient de publier avec Billy Blanquette, toi et moi. Bah, tout ça, voilà, les gens peut-être tout d'un coup se disent ah mais oui c'est vrai, j'en avais jamais pris conscience et c'est ce qu'on voulait faire avec ce livre. Comment je me sens chez moi. Et du coup, hmm, ça leur fait se poser des questions sur eux-mêmes. Parce que quand je vais chez quelqu'un et que j'observe tous les tableaux, l'agencement, etc., j'entre en communication avec cette personne de manière plus subtile. Et je vais donc, grâce à son décor, lui permettre d'avoir certaines mises en conscience de sa manière de se détendre, de s'aimer, de se faire du bien, de se nourrir, vous voyez ou des relations aussi interfamiliales, parce que ça joue beaucoup la disposition de votre salon. Enfin, tout participe en fait à créer une meilleure harmonie, que ce soit seul avec vous ou dans un clan, dans une famille, dans une fratrie, voilà, ça améliore les échanges, ça améliore beaucoup de choses. oui. Et justement, quels sont les process à suivre en fait que vous appliquez? Donc, vous vous basez, je crois, sur 4 outils. Donc, comme on dit, la domo, la détox, la décoration, l'aménagement, le feng shui, la Voilà. géobiologie. Vous les utilisez concrètement? Voilà, en fait, j'ai mon petit protocole à moi et donc quand je vais rentrer dans un lieu avec tous ces outils, je vais poser un diagnostic. Alors la domodétox, c'est plus, j'appelle ça la domodétox, c'est toutes les personnes qui ont des problématiques par rapport au rangement. Et moi, plus que de parler de rangement, je vais parler de tri parce que si on range tout dans les placards, mais que on conserve trop de choses ou des choses qui émotionnellement
ne nous font pas du bien, ça impacte ça aussi sur notre moi. Donc la domodétox, c'est, on va dire, comment réussir à se séparer de certains objets, parce que c'est pas le tout de les jeter ou de s'en séparer, mais c'est comprendre pourquoi on y est tellement attaché et comment ce lien émotionnel avec tous ces objets peut être douloureux ou compliqué, voilà. Donc ça, c'est la domodétox. Donc c'est pas seulement enlever la poussière et ranger, encore une fois, c'est vraiment apaiser son esprit et s'enlever certaines charges mentales. Si par exemple vous gardez une armoire qui a été offerte par votre grand-mère mais qu'elle ne vous plaît pas, ça vous fait une charge mentale. Et à chaque fois que vous allez passer devant, ça vous enlève un peu de votre énergie, vous voyez. Donc parfois on s'impose des objets, on ne s'autorise pas à les laisser partir et cette charge émotionnelle reliée à ces objets impacte notre émotion de tous les jours. Donc il y a ça. Et ensuite il y a le feng shui. Donc le feng shui, c'est un art ancestral qui va nous aider à harmoniser la maison et la décoration en fonction de donc la circulation du chi, l'énergie vitale dans toute la maison. Donc comment par l'aménagement on va faire en sorte que tout circule. Je vous fais un petit condensé, hein, c'est les premières étapes. On va aussi observer l'équilibre des éléments dans la maison, donc éviter d'avoir une pièce entièrement décorée par exemple qu'avec du métal ou que de l'eau ou que du bois, etc. Donc ça, pour cela, on va utiliser le bagua, qui est donc un outil qui permet de construire un quadrillage de votre maison en fonction des points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et qui va déterminer un peu tous les secteurs de votre vie. Par exemple, à l'est, on retrouve la santé, et donc dans ce secteur-là, on sait qu'on doit le décorer, l'aménager avec certaines couleurs, certains éléments et certaines représentations graphiques sur les murs qui vont représenter votre santé. Et voilà, donc on va faire ça. On va aussi veiller à l'équilibre yin-yang pour votre décoration. Donc le yin, c'est tout ce qui concerne l'intériorité, la détente, la douceur. Et donc ça, on va le retranscrire par des matériaux très mous, très doux, des couleurs très pastel. Et à l'inverse, pour la partie yang, qui correspond au mouvement, au soleil, là, ça va être des éléments décoratifs plus brillants, durs, laqués. Enfin, vous voyez, et tout ça en fonction de, par exemple, votre chambre, votre cuisine, votre salle à manger et les activités que vous pratiquez dans ces pièces, on va équilibrer l'énergie yin-yang. Et enfin, la géobiologie, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très complexe et en plus, je l'explique très mal parce que c'est vraiment intuitif pour moi. Mais en gros, on va étudier les pollutions cosmotelluriques qui viennent de la Terre, qui peuvent perturber votre énergie, ou électromagnétiques de notre vie moderne, c'est-à-dire les ondes Wi-Fi, les micro-ondes, les fils électriques, etc., qui peuvent là aussi impacter votre énergie. Et donc, avec tous ces outils, je vais conseiller les personnes pour aménager différemment leur maison. Mais par exemple, hier, vous voyez, j'ai fait une petite consultation. J'arrive chez la personne, elle me dit se sentir triste, fatiguée, etc. Et en déplaçant simplement des tableaux, des meubles, en faisant recirculer le chi, en enlevant certaines représentations un peu tristounes chez elle, pas au bon endroit, etc., je suis repartie, elle m'a dit, mais c'est fou, quoi, ça m'a complètement... c'est changer son décor pour avoir une nouvelle conscience de soi et une nouvelle projection de ses rêves, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on allait matérialiser nos envies sur les murs. Si par exemple, vous me dites, j'en ai marre d'être seule, et que chez vous, il n'y a que des statues de femmes seules, des représentations de femmes recroquevillées sur des tableaux, etc., en changeant ça, ça va envoyer à votre cerveau de nouvelles informations et qui vont pouvoir finalement vous aider à les concrétiser dans votre vie. Okay. C'est comme projeter un nouveau film à votre inconscient. C'est un peu comme quand on doit faire attention à ce qu'on prononce de manière répétitive, par exemple, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Là, on va donner une nouvelle couche, un nouvel outil pour que finalement votre vie ressemble à votre vie rêvée. D'accord. Et je crois que chaque pièce en Feng Shui a une signification. C'est ça, c'est ce que je vous expliquais avec le bagua.
Voilà. Et est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer brièvement dans la signification de chaque pièce et quelle serait la pièce finalement la plus importante par laquelle commencer? Je crois que par exemple la cuisine c'est associé à la nourriture, donc à la fortune, la santé et la famille. Voilà, alors ça n'a rien. Enfin, il y a deux niveaux, c'est-à-dire que si on se base sur le feng shui, on va aller regarder si la cuisine, elle se trouve par exemple au nord, dans le secteur carrière. Mais à l'inverse, oui, chaque pièce, au niveau psychologique et énergétique, représente aussi quelque chose, c'est-à-dire que en effet, la cuisine va parler un petit peu de votre rapport à votre santé, à votre manière de vous nourrir, de vous faire du bien. C'est aussi votre rapport aux autres, parce que c'est vrai que la nourriture, ça représente aussi votre manière de vouloir choyer les autres membres de la famille, etc. Donc, on va observer est-ce que chaque personne de la famille a une place dans cette cuisine. Vous, est-ce que vous avez tendance à prendre vos repas debout, assise? Est-ce que votre cuisine, comme c'est une pièce quand même où on va enfin, c'est là où se sont stockés tous les éléments qui vont participer à vous nourrir, donc à faire du bien à votre corps. Si elle n'est pas parfaitement nettoyée, rangée, que voilà, vous laissez un peu des légumes avariés ou des choses comme ça dans des cas extrêmes. Vous voyez, tout ça, ça parle de votre rapport à votre santé, à votre corps. D'accord. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut passer en revue peut-être les grandes pièces pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, OK, en fonction des problématiques, la cuisine, à quoi ça correspond, la chambre à coucher, à quoi ça correspond, le salon, à quoi ça correspond, et quelle est peut-être la pièce la Mmh. plus importante à nettoyer en fonction des problématiques. Je crois que l'entrée aussi joue un rôle très important. Alors oui, l'entrée, c'est la bouche du chi, ce qu'on appelle la bouche du chi. Donc, quand vous vivez dans une maison avec un jardin, c'est encore plus vrai. Et donc, on va faire en sorte que devant la porte d'entrée, puisque c'est par là que va finalement rentrer l'énergie, vous n'ayez pas pour habitude de stocker vos poubelles, vos détritus, etc. Et que si vous mettez par exemple des belles plantes, que c'est bien nettoyé, que c'est bien dégagé, bah forcément le chi va être nourri, puisque le chi en fait il est nourri par son environnement. Donc plus l'environnement il est sain, énergétiquement équilibré, plus voilà sa vibration va en être sa vibration sera meilleure. Donc, il faut veiller à ce que la porte de votre maison soit vraiment faite, enfin organisée pour un chi vivifiant. Alors, dans les immeubles, c'est un petit peu différent parce que le chi qui va vous nourrir va plutôt rentrer par les fenêtres, puisque la cage d'un escalier, c'est rarement un taux vibratoire élevé et encore moins votre palier. Mais en tout cas, votre entrée, symboliquement, va représenter la première pièce dans laquelle vous pénétrez et donc qui doit impérativement vous donner la sensation d'être accueilli chez vous. Et c'est vrai que bah, dans nos petits appartements de ville, on a tendance à stocker dans l'entrée les trucs qui doivent partir en voiture, à la cave, être jetés. Donc, essayez au maximum, même si je sais que c'est pas toujours facile, de préserver quand même une entrée qui, quand vous allez rentrer après une journée de travail déjà fatigante, stressante, vous procurez un sentiment de ah, enfin j'arrive chez moi. Donc ça peut être un tableau, ça peut être déjà un petit fauteuil pour pouvoir vous asseoir, enlever vos chaussures, et puis une jolie lumière, etc. Parce que c'est vrai que si quelqu'un qui est très fatigué, qui est très débordé dans sa vie quotidienne et qui arrive chez lui et qui se bagarre avec son entrée, sa porte d'entrée, la poignée qu'il lui reste dans les mains, et etc., etc., bah déjà, oui, vous arrivez plutôt sur un terrain hostile et non pas une maison qui vous accueille. Je parle trop, Non, hein, faut non, me couper la justement. parole. Non, non, c'est très bien, parce que justement, c'est Et très bien. donc après, ben, une autre pièce qui devient essentielle, je l'appelle le cœur de la maison, ce serait évidemment le salon. Alors même si vous êtes dans un studio, parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat quand on parle de tout ça, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison avec un grand salon. Mais c'est pas grave, même si vous avez un tout petit salon, il faut vous dire que c'est la pièce un petit peu qui représente le pouls de la maison et la pièce qui va c'est la pièce peut-être où vous allez montrer le plus de choses de vous-même, donc forcément des objets intimes, des tableaux, des choses où on a envie un petit peu de dévoiler sa personnalité aux personnes qu'on reçoit. Déjà pour la famille, c'est un endroit qui doit être convivial, articulé autour d'une table basse ou pas, mais en tout cas
donner le sentiment qu'on peut s'y rassembler. Et surtout, ce qui est très important, c'est on voit souvent les gens qui positionnent leur canapé, qui ferment le salon, vous voyez, avec des fauteuils, des canapés, etc. Et donc, quand on arrive, on a un peu le sentiment qu'on n'est pas vraiment invité. Donc, essayez d'ouvrir le salon, que les gens qui arrivent se sentent tout de suite invités, et à commencer par vous, parce que c'est vrai que si vous fermez votre salon, il y aura un petit côté, je vais rester debout, puis je vais repartir dans ma cuisine, ou je vais repartir travailler, mais non pas je vais m'accorder un moment de détente. Faire en sorte aussi que... je me souviens d'une famille où voilà, les canapés étaient extrêmement éclatés. Et il n'y avait pas de très bonnes relations, mais parce que déjà, tout le monde n'avait pas sa place. Il y en avait un vous voyez, qui était assis confortablement, et puis les autres qui essayaient de trouver une place comme ils pouvaient. Donc déjà, voilà, tous ces petits détails vont faire que le soir, vous aurez plus ou moins de difficultés ou plus ou moins d'envie à vous détendre. Et si on vit seul, c'est pareil. J'ai déjà fait des consultations, et d'ailleurs, on en note beaucoup pour qu'il y ait des exemples concrets dans le livre Toi et moi. Qu'on a publié aux éditions du Chêne, c'est-à-dire que vous pouvez souffrir d'un surmenage, et quand je vais arriver chez vous, il y a même pas de salon ni de fauteuil confortable. Il y a une table pour travailler et rien d'autre. Donc en observant en fait chaque pièce de la maison, alors qu'on n'en a peut-être jamais pris conscience, on va se rendre compte que, ah bah oui, je m'autorise pas la détente, j'ai même pas un fauteuil pour me détendre, vous voyez. Donc c'est un peu comme si la maison, elle devenait le miroir de votre âme, et que les murs vont vous murmurer bah, ouais, comment vous vivez, comment vous vous considérez, comment vous vous dorlotez ou pas, et comment votre vision du monde. Si vous avez une vision du monde un peu triste, mais que c'est terrible pour vous, essayez de mettre de la poésie, essayez de mettre des couleurs, essayez de mettre des jolis tableaux. Quel est le tableau que vous regardez? Par exemple, le bureau. Maintenant, on travaille beaucoup chez nous. On n'a pas tous des grands appartements, donc on va peut-être travailler dans sa chambre. Donc pourquoi pas ce que je suis en train de faire là, par exemple, avec vous. Mais ensuite, il va falloir quand vous allez dormir le soir, veillez à ce que ces traces du bureau et donc cette charge mentale ne restent pas dans la chambre. Donc peut-être essayez si vous avez un portable, un ordinateur portable, vous le remettez dans la salle à manger. Surtout, vous ne laissez pas tous vos dossiers étalés quand vous allez dormir, parce que dès que vous allez regarder ça, même si vous n'en avez pas tout de suite conscience, ça va vous créer un stress. C'est comme si le bureau de votre société, vous voyez, était dans votre chambre. Donc, le bureau, on va plutôt le mettre dans la cuisine, dans la salle à manger, ou si on veut s'isoler dans une chambre, oui, mais le soir, il faut tout fermer. Et puis, pareil, pourquoi à son bureau, il faut aussi se créer un univers qui va nous inspirer, nous faire du bien. Donc, c'est tout bête, hein, mais peut-être que tout ça, c'est beaucoup de bon sens. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de s'écouter et de penser à tout ça. Donc, c'est toujours se dire, tiens, peut-être si je m'allumais une petite bougie à côté de moi, et si je me mettais une petite photo qui me calme, je vais être plus concentrée pour travailler. Vous voyez, c'est vraiment être en Exactement. conscience. En fait, pour moi, c'est l'outil essentiel de la maison, c'est se connaître pour finalement, dans la vie d'une manière générale, ne pas subir sa vie, mais au contraire se demander profondément ce qu'on veut faire sur Terre. Et la maison est un Comment outil ça, ce qu'on formidable veut pour y faire arriver. sur Terre? C'est-à-dire que si votre rêve c'est j'en sais rien, de faire du soin, ou déjà il faut commencer par vous, vous dire finalement pourquoi j'ai envie de faire ça, comment je vais le faire, et peut-être de projeter ça dans votre maison. Autour de votre bureau, vous pouvez vous mettre des représentations de votre futur métier, vous voyez, qui va vraiment vous créer un environnement en alignement avec ce que vous voulez vraiment. Et parfois, c'est pas le cas. Il y a des gens, ils m'appellent pour des raisons et ils me disent je dors mal, je vais pas bien. Et quand je vais dans leur chambre, c'est la pièce où il y a le plus grand chaos. C'est-à-dire qu'ils ont entreposé tout j'en sais rien, les trucs, encore une fois, dont on ne se sert pas, c'est pas soigné, c'est pas douillet, il n'y a pas de tête de lit, ils se cognent la tête, il y a des énormes étagères au-dessus d'eux, ils ont un sentiment enfin, ils n'ont pas un sentiment de tranquillité. Donc, vous voyez, et tout d'un coup, quand je leur fais prendre conscience de ça, c'est un peu comme si, voilà, c'était une découverte insensée, alors que c'est là devant eux. Vous voyez, c'est ça qui est drôle. Mais moi, la première, hein, si je vais commencer à observer
mon environnement, moi, je bouge sans arrêt ma maison. Mmh. Il y a aussi une forte, j'ai l'impression, hein, mais une forte, une difficulté à se séparer aussi des objets et à entasser finalement dans les intérieurs, ce qui pourrait un petit peu brouiller le mode de vie. Pourquoi finalement les gens ont autant de mal, peut-être que vous le constatez, à se séparer et à épurer? Là, c'est pareil, alors, tout ce travail en fait qu'on fait avec sa maison, c'est pour gagner finalement en une intériorité. C'est-à-dire plus on est apaisé à l'intérieur de nous, plus on se connaît, plus on essaye de se défaire de notre éducation, de toutes ces couches en fait qui nous cloisonnent, et plus on va devenir libre et plus on va suffire à voilà, juste un petit fauteuil et soi-même et on est bien. Donc l'idée, c'est de toujours faire un travail évidemment en parallèle, hein, c'est-à-dire la maison, c'est un outil de plus, mais moi, ce que je recommande déjà, c'est de faire un travail sur soi, que ce soit avec un psychologue, un psychiatre, des thérapeutes. Enfin, aujourd'hui, on nous propose du yoga, enfin, il y a plein de choses, le sport, voilà, il y a plein d'outils pour se connaître davantage et se débarrasser de toutes nos peurs, comment on dit, nos limitations inconscientes. Mmh, mmh. Et les objets finalement, là toujours pareil, viennent, aussi, résonner différemment pour nous en fonction de notre enfance, de ce qu'on a vécu, de est-ce qu'on a été sécurisé ou pas. Des objets, ça peut sécuriser. Si vous avez vécu beaucoup de solitude, peut-être que, les livres de votre bibliothèque, ils représentent, finalement, tout l'amour et toute l'attention, toutes les choses que vous n'avez pas reçues dans votre enfance, voilà, sans faire des liens qui peuvent paraître simplistes, mais quand même, chaque objet a une charge émotionnelle. Après, ça peut être une forme de culpabilité parce que voilà, votre mère vous a dit jamais tu dois te séparer du service de cuisine, de la famille, etc. Mais si il vous plaît pas, oui, il faut s'en séparer. Vous voyez? En fait, c'est Mmh, mmh. s'écouter et ne pas tenir compte des autres, mais déjà de tenir compte de soi. Alors après, quand on est en couple ou avec des enfants, il faut que tout le monde, on n'est jamais finalement, il y en a souvent un qui aime tout jeter et l'autre qui aime rien jeter. Donc là encore, il faut instaurer le dialogue, il faut que chacun en fait évolue un petit peu pour que l'autre se sente bien, vous voyez. Celui qui jette beaucoup, Mmh. faut qu'il se calme un petit peu. Celui qui ne jette rien, faut qu'il essaye de comprendre pourquoi il est terrifié à l'idée de se séparer d'un objet. Mais Mmh. tout ça, il faut le faire en Est-ce conscience. Pour moi, les méthodes drastiques où on classe les trucs, on va les mettre dans des boîtes, etc., ça ne sert à rien. Parce que de toute manière, si vous n'avez pas compris l'origine, c'est des bons outils pour le faire, mais il faut d'abord avoir un travail d'introspection avec soi, se poser, expérimenter. Donc peut-être si on n'arrive pas à jeter beaucoup de choses, déjà commencer par un objet et voir que derrière, ça va être plutôt une libération. Et aussi, c'est vrai, se faire parfois accompagner parce que pour avoir une mise en conscience plus évidente. Est-ce qu'il y a des moments clés dans la vie pour mettre de l'ordre, des étapes, par exemple, avoir un enfant, avoir un deuxième enfant, après un divorce justement, comme on l'évoquait, ou justement pour prévenir un divorce, un couple qui va mal? Personnellement, mais je suis peut-être complètement déformée, je pense que plutôt que de alors, quand on déménage forcément, on va être poussé à ça et d'ailleurs tout le monde le dit: «Ah qu'est-ce que ça m'a fait du bien, j'ai tout jeté, j'ai trié, j'ai tout ça». Pour que ça devienne moins, impressionnant ou une montagne voilà qui se dresse devant vous, moi ce que je conseille, c'est petite pièce par petite pièce, c'est-à-dire vous posez par exemple dans votre salle de bain et vous dire, voilà, tout ce qui m'entoure, comment je m'en sers, est-ce que je m'en sers, est-ce que finalement ça fatigue pas mon esprit, là, toutes ces crèmes, parce qu'en plus, on voit quand même que les gens, là, ont pris conscience que trop de consommation ou trop d'objets ou trop de crèmes le matin, c'est-à-dire tous ces choix qu'on doit faire tous les jours, c'est hyper anxiogène. Même choisir un téléphone dans un magasin de téléphone, il y a tellement de choix que ça devient effrayant. Avant, les gens, on en parlait avec mes enfants, le soir, le menu, c'était pommes de terre ou pommes de terre. Bon, déjà, nous, Oui. on ouvre notre frigo, on a un mal de tête parce que, bon, on a beaucoup de chance, mais c'est devenu excessif. En plus, avec tous les problèmes environnementaux, de toute manière, on sait que ça va plus être possible. Donc déjà, c'est se poser la question, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et finalement, vous allez vous rendre compte que quand vous aurez un petit plateau devant vous dans votre salle de bain avec juste votre crème du jour, votre shampoing et votre brosse,
Mais quel allègement! Moi, je peux plus avoir des accumulations comme ça autour de moi. Mmh. C'est déjà la surconsommation, ça, c'est non, c'est plus moi. Et en plus, ça va énormément vous apaiser parce que tous vos gestes vont être fluides. En fait, il faut observer son corps. Si à chaque fois que vous prenez une crème, vous devez sortir 4 trousses, ça va vous faire perdre déjà 10 minutes chaque matin. Si devant vous, il y a juste la petite crème, le shampoing, etc., mais c'est extraordinaire parce que tout devient fluide, tout devient agréable. Et Mmh. donc, il y a déjà ça, je sais plus où, voilà. Donc, faire ça, faire cet exercice dans votre chambre, et petit à petit, vous dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais trier mon tiroir de lingerie. Je vais essayer de mettre ça dans des petites pochettes, mais calme, voilà. Alors après, il y a d'autres méthodes pour des gens pour qui c'est plus compliqué de faire ça petit à petit. J'ai eu des séances où je vais tout mettre au milieu de la maison et puis là, voilà, pièce par pièce, je suis obligée de les brusquer. Vous voyez, ça dépend des caractères. Et les bons Mmh. moments, c'est sûr que 1 à 2 fois par an, c'est bien quand même de faire un petit tri pour justement éviter une accumulation, parce que ça va très très vite, hein. Mais il y a même des gens, voilà, qui, quand ils reçoivent des cadeaux, ils vont garder les rubans, les papiers, donc ça, malheureusement, enfin, c'est personnel et c'est vrai qu'on peut pas travailler de la même manière avec tout le monde. Donc, c'est petit à petit et surtout ne pas se faire violence parce que la violence, c'est comme les régimes drastiques, ça marche pas. Donc ça Mmh. sert à Mmh. rien finalement d'arriver chez quelqu'un, de dire mais comment c'est dégoûtant, tu dois tout ranger, etc. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il va peut-être le faire, mais il va être effondré. Puis moi, ce que je recherche, c'est de rendre les gens autonomes et responsables d'eux-mêmes en fait. Donc voilà, Ouais. c'est tout comme vous allez vous demander qu'est-ce que je mets comme nourriture dans mon corps, de la pourriture ou des bons légumes frais, bah, c'est pareil pour sa maison. Ouais, exactement. Mais ça se fait petit à Hem petit, en fait. Vous dites en réaménageant des maisons, j'ai changé des vies, ou encore en modifiant son décor en conscience, petit à petit, on arrive à modifier certains de nos comportements, mais aussi notre philosophie de vie. Vous avez vu concrètement des vies changer. Prenons par exemple quelqu'un en dépression. Déjà, ce que j'ai vu, c'est que ça met des mises en conscience. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est de voir les gens qui me disent à chaque fois, mais c'est fou, je m'en étais pas rendu compte, ah mais c'est incroyable ce tableau, en fait, c'est vrai, c'est atroce. Ce qui dégage. Donc, ce qui est formidable, c'est ça, c'est cette mise en conscience et aussi ce pouvoir en fait qu'a cette maison. Enfin, et aussi c'est de réaliser à quel point une maison peut devenir un outil hyper simple pour vous sentir mieux. Donc, c'est comment, en bougeant de place un canapé, une table, en changeant les tableaux, en s'entourant de différentes choses, en équilibrant les éléments, en mettant un petit coussin, c'est de voir combien les gens réalisent comme Mm, c'est important. mm, Et sinon, des changements de vie, je ne vais pas avoir cette prétention, mais en tout cas des améliorations. Ah oui, j'ai des messages d'ailleurs, il y a des clients que je suis, alors parfois c'est voilà, c'est une fois et je les revois jamais, mais il y a des clients que je revois régulièrement. Et ce qui est formidable, c'est de voir en fait l'évolution des personnes et comment la maison va s'aligner avec le travail qui est opéré chez ces personnes, mm. le travail conscient. Et ça, c'est génial. Et plus on le fait, c'est comme le sport, hein, c'est comme la nourriture, c'est comme le sommeil. Plus on réalise voilà l'importance de tout ça, plus la maison et le décor va facilement se modifier et s'aligner. Si, mais si je prends un exemple concret, et là ça va au-delà de ça, il peut arriver de vivre dans des intérieurs chargés d'histoire, parfois même chargés de drames. Est-ce que finalement le poids du passé peut avoir un impact sur un lieu au niveau énergétique? Et finalement, est-ce que ça peut être une solution de nettoyer les lieux? Ouais, donc là, on en vient sur la mémoire des murs et des lieux parce qu'il y a différentes couches en fait qui vont nous impacter. Il y a le pays, la ville, la rue où on habite, nos voisins. C'est-à-dire comme on est tous interconnectés énergétiquement, si par exemple vous intégrez un appartement où précédemment une femme a vécu un très grand chagrin d'amour et que vous arrivez dans ce lieu et que vous êtes en chagrin d'amour, ça va accentuer et rentrer en résonance avec votre chagrin d'amour. Donc, on peut toujours purifier. Moi, je pratique quatrième outil, la purification énergétique des lieux. Et en tant que géobiologue, donc j'ai des outils pour pratiquer ça, j'ai un protocole, etc. Mais déjà, déjà, c'est très important d'aérer tous les jours sa maison.
De ne pas garder, si vous intégrez un lit, si possible, essayer de changer des endroits où vous allez stagner longtemps. Si vous avez les moyens, vous voyez, de ne pas garder un vieux matelas d'un ancien propriétaire, ça c'est hyper important. Et puis après, déjà, si vous repeignez, si vous passez un peu de sauge, enfin dans le livre, on donne pas mal d'outils concrets pour purifier sa maison. Après, sur des vraies problématiques énergétiques ou des vraies mémoires des murs, il faut faire appel à un professionnel et parfois, voilà, ça peut être plus ou moins compliqué. Mais déjà d'en avoir conscience, même si par exemple vous allez louer un appartement qui était auparavant habité par des notaires et qu'il y avait beaucoup de cogitation mentale, etc. Bon, bah, là, ça va se ressentir au niveau vibratoire et ça, c'est des choses faciles à nettoyer. Avec de la sauge, par exemple. Voilà, de la sauge, des encens, enfin, voilà, il y a pas mal aujourd'hui d'outils pour pratiquer tout ça. Et si c'est plus compliqué, faire appel à un professionnel. C'est pas pour vendre mes prestations, mais je le pense sincèrement. Et quand vraiment vous vous sentez pas bien, il faut déménager parce que ça, on va plus être dans des espèces de liens karmiques, énergétiques qui nous dépassent. Et c'est vrai que on voit quand même des lieux où, de génération en génération, et ça je l'ai vu, des divorces par exemple vont se produire. Alors, deux interprétations, c'est-à-dire à la fois ce lieu il vous a attiré aussi parce que vous aviez quelque chose à vivre. Vous voyez, il ne faut pas voir forcément tout en négatif, c'est ce que je vous disais avec votre appartement tout à l'heure, c'est-à-dire aussi on est attiré dans une maison pour expérimenter quelque chose qui va nous faire évoluer. Et à Ça, c'est l'inverse, fou. vous voyez, ou même pourquoi est-ce que tout d'un coup on va aller habiter, pourquoi vous est-ce que vous êtes à Dubaï? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette ville? C'est pas que Bah, le moi, fait de la... rien. Comment? Par hasard, Moi, rien, mais votre ami, c'est à mon conjoint qui a eu une votre conjoint. opportunité. Et donc, Mais oui, voilà. on allait creuser peut-être, bon après on croit ou pas aux anciennes vies ou au karma, etc., etc., mais sans rentrer dans tout ce détail, vous avez sûrement, en passant par cette ville, expérimenté et fait évoluer votre âme plus vite que si vous étiez resté à Paris, par exemple, ou en Suisse, ou je ne sais pas où. Hmm. Donc c'est ça qui est Ouais, intéressant. exactement. Donc moi, Hmm. j'aborde tout ça, pas du tout dans le côté maison hantée, ouh là là, c'est terrible, on va tomber mal. Non, c'est voilà, cette maison, elle vient me parler, elle vient m'indiquer des choses. Peut-être qu'elle va juste m'aider à finalement prendre plus en enfin, considérer que ma santé est plus importante que je ne le faisais jusqu'à présent. Peut-être que elle va m'apprendre l'autonomie, peut-être qu'elle va m'apprendre. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant en fait. On choisit pas des lieux par hasard parce que Je justement crois c'était pas. une autre question que j'avais. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens aussi qui avec les confinements successifs, le Covid, qui se rendent compte qu'ils sont enfin qui sont pas bien dans leur endroit et qui Ouais. cherchent un nouveau lieu avec des espaces plus ouverts sur l'extérieur. Aujourd'hui, comment trouver l'environnement aussi qui nous convient le mieux parce que c'est pas forcément évident. Bah, en fait, alors parfois c'est de manière inconsciente. Si je prends mon exemple, notre précédent appartement, on avait une vue extrêmement dégagée, avec un ciel, enfin, étage élevé. C'était vraiment, on pouvait se projeter, mais presque dans beaucoup de rêves. Et dans cet appartement-là où j'ai procédé à toute ma reconversion professionnelle, il y a une très grande hauteur sous plafond. C'est très lumineux, mais en revanche, on ne voit pas le ciel. Et donc, j'ai eu le sentiment vraiment que dans cet appartement, je suis passée par une phase d'intériorité très intense. J'ai fait que travailler, j'ai étudié, et donc j'étais dans une concentration extrême, mais que ce lieu m'aidait à ça. Et maintenant que j'ai vécu toute cette étape, et mon mari aussi, pareil, enfin, il a des super projets, une nouvelle orientation professionnelle, bah, on a l'envie peut-être de déménager pour retrouver, voyez, une nouvelle énergie, et que là, voilà, on en a assez de l'intériorité, de la cogitation, etc. Et qu'il y a un autre lieu qui va nous appeler, je pense. Après viennent interagir évidemment les questions matérielles, les questions, on va dire, plus fonctionnelles, etc., etc. Mais c'est marrant d'observer comme ce lieu, finalement, avec ses contraintes, nous a apporté un outil formidable pour un passage de vie. Et je pense que c'est pas par hasard qu'on est arrivé ici. Il y avait aussi, il était très photogénique, donc voilà, j'ai pu faire des tas de rendez-vous dans ce lieu. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'un lieu
va vous appeler ou pas. Et après, c'est vrai qu'une prise de conscience, par exemple, que finalement, vous n'êtes pas du tout dans un cadre de vie qui vous correspond après le Covid et que vous avez toujours adoré la nature et que vous avez vraiment besoin de ça, peut-être ça va vous pousser à déménager, vous voyez. D'accord. Y a pas de règle pour trouver. Mais je pense pas que, oui, les lieux, je pense qu'ils nous appellent et que, encore une fois, c'est comme les gens, finalement, les rencontres qu'on fait. La maison, c'est une rencontre et cette rencontre, tout comme les personnes qui vous entourent, va avoir un effet miroir qui va vous pousser à certains comportements et à toujours, dans ce processus, puisque pour moi, c'est ça la vie, c'est retrouver notre unité et évoluer. Hmm. Comment on évolue pour retrouver notre unité. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit avant de vous poser ma dernière question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des lieux où, par exemple, s'il y avait des divorces successifs, j'imagine qu'il y a d'autres lieux où, justement, il y a des reproductions, en fait, de choses. Comment ça peut s'expliquer, ça? Là, honnêtement, je vais pas avoir d'explication cartésienne à vous donner parce que j'en ai pas, donc je vais pas essayer de l'inventer. Le seul truc, c'est que encore une fois, énergétiquement, peut-être que voilà, il y a des mémoires, il y a des choses qui vont, mais franchement, j'ai pas d'explication. Hmm, d'accord. Enfin, j'en ai, mais pas de pouvoir vous les confier comme ça là Oui, pour vous voyez, donner une vérité. Je me permettrai pas de le faire parce que voilà, c'est des pistes, c'est des réflexions, mais j'ai pas d'équation, vous oui, voyez, je comprends. que je puisse Hmm, comme hmm. ça délivrer sans me dire ah peut-être. Ouais. Hmm. Aujourd'hui, le livre Toi et moi, qu'est-ce qu'on peut y trouver, tout simplement? En fait, on a voulu montrer que aujourd'hui on se pose beaucoup de questions environnementales et notre planète nous rappelle à chaque instant que il va falloir s'en occuper et qu'il va falloir changer beaucoup de choses. C'est devenu vraiment vital et personne n'a finalement vraiment conscience de ce qui va se passer. Et c'est normal, on n'a pas envie de le voir. Mais déjà, je pense que si on, dans ce monde en pleine mutation, si déjà on commence par s'occuper de notre environnement qui nous est le plus proche, à savoir notre maison, c'est un bon début. On voit que ces dernières années, les gens se préoccupent beaucoup de leur santé avec l'explosion du yoga, des thérapies, etc., etc. Il faut le faire également par rapport à notre environnement, à notre maison. Donc l'origine de Toi et moi, c'était en fait de donner des clés concrètes et facile pour prendre conscience de son environnement et voir que l'environnement le plus important avant la planète, c'est notre environnement proche, à savoir notre maison où on passe la plupart de nos journées, de notre temps, et que la décoration, c'était pas seulement une question d'esthétisme, mais d'harmonie, et que on pouvait plus seulement décorer pour voilà, pour avoir une jolie maison, mais qu'il fallait aller plus loin et que cette maison, elle allait être un outil formidable de développement, qu'il fallait en préserver l'énergie vitale pour se sentir plus épanoui, en pleine santé. Et donc, on a essayé de donner, voilà, enfin, de visiter la maison d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psychologique. On a rencontré aussi pas mal de spécialistes, des sociologues. On a fait pas mal d'interviews pour aller un petit peu plus loin et on a rencontré une philosophe, Marie Robert, qui a sur Instagram Philosophie Sexy, un psychiatre que j'ai beaucoup étudié, Alberto Heger, qui parle de la maison comme reflet de notre âme, un spécialiste de la couleur, une sociologue, voilà, on a enfin une spécialiste en tendance pour vraiment montrer que finalement on dit tous la même chose, c'est-à-dire que il faut avoir un refuge et que la maison c'est essentiel dans une ville même si elle est toute petite. D'accord. Je vais finir par des petites questions que je pose toujours à la fin. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Vos citations préférées? Les citations préférées. Là, je pense que je vais prendre celle qui est l'ouverture de notre livre. Enfin, j'en ai plein parce qu'elles sont toutes dans le livre en fait. Et elles concernent D'accord, toute la ouais. maison. Donc, il y a déjà celle de Gio Ponti.
qui dit « Je caresse le rêve d'une maison changeante, silencieuse, qui s'adapte continuellement aux mutations de notre vie. Une maison à vivre dans le bonheur et aussi la tristesse, et avec ce qu'elle a d'immobile et de fidèle, en ouvrant les fenêtres pour y faire entrer dans leur course le soleil, la lune et les autres étoiles. » C'est joli. Vos livres préférés ? Mes livres préférés, j'en ai pas, mais ce serait d'une manière générale tous les livres qui parlent de développement personnel, de spiritualité, de comment mieux se connaître, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. C'est tout ça qui m'intéresse le plus. Donc, toute ma bibliothèque regorge de ce type d'ouvrage. Mais j'ai pas de livre préféré. D'accord. Une leçon à retenir dans tous les aspects de la vie qui pourrait servir aux autres. Oh là là, c'est dur ça, j'aurais dû préparer parce que vous sortir ça tout de suite, au lieu d'être, mais c'est vraiment, c'est comme ça, au lieu d'être peut-être focalisé sur l'arrivée, c'est déjà faire en sorte que le chemin soit le plus agréable et le plus beau possible. Donc finalement l'instant présent. Essayer c'est un peu banal, mais finalement ce qui compte c'est l'instant présent. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers la maison, c'est comment rendre notre instant présent le plus lumineux et le plus joyeux possible. Parce qu'en fait, le paradis, il n'est pas demain, après, plus tard. Il faut que ça soit tous les jours et maintenant. Et ma dernière question... Merci. Et ma dernière question, ce que veut dire pour vous maximiser le potentiel de sa vie ? Maximiser le potentiel de sa vie, c'est déjà, je pense que le plus important en fait, c'est de se connaître. Et au-delà finalement au départ, quand on est un enfant, on est vraiment la prolongation narcissique de nos parents. Donc fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, sois comme ça, etc., etc. Donc pour moi, ce serait faire tout un travail d'introspection pour se découvrir, parce qu'on ne naît que quand on a fait ce travail-là. Et avant, finalement, on n'est pas vraiment soi-même. Donc, moi, j'encourage mes enfants, ils ont une petite vingtaine à le faire dès à présent. Et je pense que plus vite on le fait, vous voyez, peut-être que si moi, j'avais fait toute cette introspection plus vite, j'aurais été dans ma passion plus vite. Alors après, on peut dire aussi que tout mon parcours me permet aussi de faire aussi bien ce métier aujourd'hui, mais je pense que c'est pour être le plus heureux possible, c'est bien de se connaître le plus vite, le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura, j'étais ravie. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur !» Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire !» Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.